Bonsoir à tous. Mon voisin Pierre me souffle. Si ta parole n'est pas plus belle que le silence, tais-toi. Merci, c'est pas un cadeau. Mais c'est vrai qu'il est du même avis que Victor Hugo. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot, que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre, tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera, il suit le quai, franchit la place, etc., passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, et va, tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé, il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Je ne sais pas qui a eu l'idée, dans le titre du débat, d'insinuer que prendre la parole pouvait comporter une chance. Victor Hugo, grand connaisseur en matière de prise de parole, n'est pas de cet avis. Pour lui, prendre la parole, loin d'être une chance, est l'aventure la plus risquée qui soit. Et il avertit, prenez garde, faites gaffe, vous vous lancez en prononçant des mots, en les laissant se dire par votre bouche dans l'aventure la plus périlleuse qui soit. Les mots, dire des mots, c'est casse-gueule. Ça ne peut vous attirer que des ennuis, parce que les mots toujours vous débordent, échappent à votre contrôle. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant, vous perdite. Telle est bien la mésaventure, le piège qui attend le parleur. Le mot qu'il croit contrôler, c'est un mot qu'il perd, un mot qui lui échappe, un mot qui s'enfuit à l'aventure, en quête d'aventure. Et c'est bien ça le drame. Votre prise de parole, c'est une affaire de fuite, à tous les sens du terme. Quand vous parlez, vous en êtes sûr, il va y avoir des fuites et des suites, forcément inattendues, imprévisibles. Je croyais bien maîtriser mon affaire, mais une fois de plus, je me suis fait avoir par ma parole qui a couru plus vite que moi. C'est la raison pour laquelle certains, s'inspirant des Normands, évitent de s'engager dans l'aventure de la parole. Ce sont des taiseux. Un membre de notre groupe du lundi est adepte de cette philosophie. Moi, dit-il, j'apprends plus en écoutant. C'est pourquoi je me tais. Quelqu'un lui fait remarquer, c'est dommage, si vous parliez, vous pourriez nous instruire, et puis peut-être apprendre des choses sur vous. Oui, répond-il, mais je crains que ce ne soit pas à mon avantage. Je vous le disais, braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Ce qui va sortir ne va pas plaire aux autres, et encore plus à vous-même. Alors, certains diront, c'est d'accord, tout ce que tu racontes concernant la prise de parole orale, mais en est-il de même en ce qui concerne l'écrit? Celui qui écrit, ne peut-il tourner cette fois sa plume dans l'encrier et parvenir ainsi, par l'écriture, à contrôler ce qui oralement lui aurait échappé? N'est-ce pas d'autant plus vrai si celui qui écrit est quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de penser préalablement ce qu'il écrit? Comme l'écrit Boileau, celui qui prend le temps de bien concevoir est à l'abri du risque. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement
et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais au fait, est-ce bien si sûr? Bien penser préalablement à toute expression, serait-ce, comme le suggère Boileau, ce qui assurerait de maîtriser les mots, ce qui permettrait de les exprimer sans tourment, avec aisance, et sans risque d'être débordé par l'inattendu des mots. Une fois de plus, hélas, 3 fois hélas, Victor Hugo va venir ici jouer les troubles faits et contredire cette vision pacifiée de la prise de parole. C'est dans Aurore, le premier livre des Contemplations au chapitre 8. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant. La plume qui d'une aile allongeait l'envergure frémit sur le papier quand sort cette figure. Le mot, le terme, type, on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu. On a beau réfléchir, on a beau essayer de choisir les mots qu'on va employer, le mot par définition ne se maîtrise pas puisqu'il vit, et que vivant, il a plus d'un tour dans son sac pour nous dérouter, nous déborder, surtout s'il se met en lien avec d'autres mots. On ne peut jamais savoir ce qui va se tramer entre les mots, d'autant que, comme le dit Bachelard, les mots sont à plusieurs étages, et si leur sens est assez prévisible pour ce qui est du rez-de-chaussée du mot, comment répondre des secrets et fantaisies que les mots cachent, nous dit Bachelard, dans leur cave et dans leur grenier. Car les mots ont une cave et un grenier, là où ils vivent dans leur dimension la plus intime, la plus ouverte à l'invisible, à l'inconnu. Ça ouvre des horizons, mais ça fait un peu peur. Un psychanalyste a très bien parlé de cette peur de prendre la parole. C'est Winnicott. Il se trouvait à peu près dans la même situation que moi ce soir. Il avait une conférence à faire, non pas sur prendre la parole, mais un sujet très voisin, la communication. Et ça faisait plusieurs semaines qu'il y réfléchissait, et il ne trouvait absolument rien à dire. Que se passe-t-il? Il réfléchit longuement, et tout à coup il trouve. Et il dit, je n'arrive pas à trouver mes mots parce que j'ai peur qu'il me mange. Drôle d'idée, mais enfin, Winnicott a des idées comme ça. J'ai peur qu'il me mange. Pourquoi? Et là, il fait une trouvaille. Comme souvent, Winnicott invente à partir de la difficulté. J'ai peur qu'il me mange parce que je suis comme tous les êtres humains. Quand je parle, c'est pour être découvert, pour me dévoiler. Mais si je me dévoile trop, si je me découvre trop, alors que restera-t-il de mon intimité? Et il dit, tout être humain est habité d'un double désir, être découvert et demeurer secret. Je pense que si nous avons peur de prendre la parole, c'est notamment pour ça, la peur de ne plus être secret, dans la zone intime que nous désirons garder. Les enfants savent très bien ça, et je pense que c'est le sens profond des jeux de cache-cache, qui ont un rapport très profond avec la prise de parole. On joue à cache-cache pour être découvert, on a envie d'être découvert, mais si c'est possible, pas trop tôt, de rester secret un moment. Et on dit qu'il y a 2 drames au jeu de cache-cache, être découvert trop tôt, mais un autre drame, ne plus être cherché. Pourtant, malgré tous ces périls, nous ne pouvons nous empêcher de parler. Et nous sommes bien imprudents. Pourquoi le voulons-nous? Comme en témoignent de nombreux débats que nous avons autour de nous, et y compris celui de ce soir. Pourquoi nous lançons-nous dans cette aventure si périlleuse? Je pense qu'il y a à cela une raison que j'appellerais originaire. Le premier cri pour survivre. Notons bien ceci. Quand nous venons au monde, on ne nous demande pas si nous désirons nous exprimer ou pas. C'est vital de s'exprimer. Notre premier acte en venant au monde sera de mettre en branle le souffle et les cordes vocales pour émettre, si ce n'est notre première parole, tout au moins notre premier cri.
Et ceci, notons-le bien, nous ne le faisons pas par choix, mais par nécessité, tout simplement pour survivre, pour ne pas mourir de suffocation. En effet, une fois coupée la circulation ombilicale, s'il ne crie pas, le petit homme étouffe, il s'asphyxie. Pour sortir de l'étouffement, il n'a pas d'autre choix que de produire, d'inventer même, de produire en l'inventant cet acte inaugural, son premier cri. Nous naissons donc à travers un acte d'invention, notre premier cri, acte qui du reste porte forcément à conséquence. Il n'est-ce pas en effet en trouvant, en inventant ce cri inaugural que nous trouvons, que nous découvrons le souffle, et ce faisant, nos talents d'instrumentistes de nos cordes vocales, que pour la première fois nous faisons vibrer, trouvant ainsi, en même temps que le souffle, notre voix singulière, déjà unique, dans son surgissement bouleversant. Ainsi, celui qui vient au monde pour la première fois se met à prendre l'air. L'expression pour le dire mérite qu'on s'y arrête. Prendre l'air, qu'est-ce à dire, si ce n'est ce qu'exprime la formidable polysémie de ce verbe « prendre ». Verbe étonnant quand on l'écoute. Prendre son inspiration, prendre l'air, l'incorporer, mais tout aussi bien, semblant prendre l'air, recevoir l'air de l'atmosphère, de là où il se tient en abondance à notre disposition. Françoise Dolto n'écrit-elle pas que l'atmosphère devient à la naissance notre utérus commun? Ouvrons par ailleurs une autre question. Naître, venir au monde, est-ce simplement venir au monde de l'air au sens atmosphère? N'est-ce pas aussi venir au monde de cette autre chose qui habite l'air des humains? Il circule pour les relier, à savoir le langage, qui les constitue, selon le beau mot de Lacan, en par-l'être. Par-l'être, quelqu'un qui tient son être de la parole, quelqu'un qui se tient dans l'être en parlant. En naissant donc, à vrai dire, pour parvenir à naître, pour ne pas crever d'asphyxie, nous prenons l'air et la parole, et ce faisant, nous ne faisons que les recevoir, que les accueillir comme cadeau de bienvenue. Prendre et recevoir l'air et la parole, c'est tout bonnement notre manière de venir et d'advenir au monde, de dire oui au cadeau de la vie. Mais pousser son premier cri, est-ce vraiment déjà prendre la parole? L'enfant qui crie est-il pour autant entré dans la parole? D'une certaine manière, oui, puisqu'il a su se servir de son souffle pour faire vibrer ses cordes vocales et appeler, s'adresser une première fois à l'autre. Toutefois, pour entrer vraiment dans l'expérience de la parole, l'enfant doit encore franchir un pas. Pour le moment, il ignore tout de la langue, qu'il doit totalement apprendre pour entrer de manière significative et subtile dans l'acte de prise de parole. Pour prendre la parole, l'enfant doit donc avant tout apprendre à parler. Mais ici encore, un paradoxe s'ouvre. Prendre la parole pour l'enfant, se mettre à prononcer les premiers mots, n'est-ce pas d'abord recevoir les premiers mots, entrer dans l'expérience de la langue comme don de la langue, comme cadeau de ce que Lacan appelle le trésor des signifiants, dont hérite en naissant tout petit homme. À ce titre, chaque enfant qui parle témoigne de sa double filiation, enfant de ses parents, certes, mais plus encore, enfant de l'humanité, enfant de cette humanité qui, depuis les premiers temps, ne cesse d'inventer et de réinventer le langage. Formidable et bouleversant paradoxe, quand je prends la parole, je ne fais que la recevoir de l'humanité entière, je ne fais que dire oui à ce don qui me constitue comme par l'être. Si, par ailleurs, parlant, je ne me contente pas de répéter les mots des autres, mais que plutôt je m'engage dans ma parole singulière, alors je fais plus que recevoir le don des mots. J'acquitte ma dette à la communauté humaine en apportant ma quote-part au corpus commun. On dit dans la religion védique que le père
après avoir transmis le Veda à son enfant pendant de nombreuses années, lui dit « Et maintenant, tu es Veda ». Sous-entendu, maintenant que tu as reçu le Veda, tu es Veda, tu es appelé à le prolonger, à le renouveler par tes propres mots. Serait-ce cela le sens profond de prendre la parole? La prendre pour la perdre, la prendre pour la donner, en tant que sujet singulier qui offre sa singularité à l'œuvre commune, aspirant à être reconnu comme membre de la communauté, maillon de la chaîne, au-delà de la mort individuelle. J'ai parlé du père, mais et le rôle de la mère dans tout ça? On parle plutôt de la langue maternelle. L'enfant, pour vivre, a besoin de recevoir le lait maternel. Je vais le dire un petit peu plus vite, et en lâchant mes notes, le temps passe. La mère allaite son enfant, mais celles qui l'ont fait, ou les hommes qui ont regardé une femme allaiter le savent, en allaitant, bien sûr, la mère parle, hein, et tout autant, et peut-être plus que le lait, c'est le lait de sa parole qu'elle donne. Elle la donne aussi quand elle chante « Dors, ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros rogin », n'est-ce pas au cœur même de ce que Pascal Quignard appelle la sonate maternelle, n'est-ce pas au cœur de cette sonate maternelle, paroles et musique entrelacées, qu'elle vient loger son enfant? À ce titre, serait-il déplacé de demander l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité de la canchon d'Ormoire de Desrousseaux, comme du reste de toutes les berceuses et comptines? Ces comptines et chansons ne sont-elles pas en effet, pour chaque être humain tout à la fois, la matrice et la terre natale de sa langue? Et cette référence aux comptines me permettra de préciser un point. Quand je parle de la mère comme initiatrice à la langue, j'ai l'air de parler d'une seule personne. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Et là aussi, j'abrège un peu mon texte pour le dire en quelques mots. Il faut toujours une personne, un premier autre, pour transmettre la parole. Mais bien entendu, une mère et un père ne parlent que reliés à la communauté. La langue maternelle, c'est la langue de la mère, mais pour autant que la mère est inscrite dans sa communauté. Cette mère transmet la langue à l'enfant. L'enfant n'est pas sans entendre que dans les entourages, il y a une autre langue, celle du père souvent, mais éventuellement d'autres tenant lieu de père, quelquefois une autre femme. Et cette autre langue que l'enfant entend, à la fois du point de vue du timbre et du point de vue du sens, en donc qu'il y a une langue, mais qu'il y a plusieurs manières de dire, qu'aucun n'est propriétaire de la langue, que chacun en véhicule quelque chose de singulier. Et c'est comme ça que l'enfant s'infiltre lui aussi, comme susceptible de prendre la parole de manière singulière. Une mère qui n'accepte pas les voix autour d'elle, elle enferme l'enfant dans sa langue, une langue totalitaire, et on peut dire à ce moment-là que l'enfant ne peut rien faire d'autre qu'être la voix de son maître. Par contre, si la mère est ouverte et aime ces autres voix autour d'elle, alors on peut dire que l'enfant apprend la langue en stéréo, c'est beaucoup plus agréable d'abord, et c'est ce qui lui permet d'entrer dans la polysémie. Un mot maintenant sur la différence entre proposition de la langue et inculcation de la langue. Jules Bocarme a écrit dans une chanson, il parle de l'école, non pas de toutes les écoles, mais de certaines écoles. Dans les écoles, on n'apprend pas à écouter sa propre voix. Redis-moi ce que je t'ai dit, que ma voix passe par ta bouche. Tant pis si c'est ta banqueroute, tant pis si tu meurs aujourd'hui. Peut-on mieux nommer le rapport de possession et d'emprise sur l'enfant, celui-là même que vise aussi le beau texte de Khalil Gibran dans Le Prophète. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non pas vos pensées, car ils habitent la maison de demain. Vous pouvez leur transmettre des mots, oui, mais si vous êtes prêts aussi à accueillir leurs mots. C'est une pensée voisine qu'on trouve exprimée par un psychanalyste, Xavier Audouard, dans un texte magnifique sur la fonction paternelle. Chaque père
est source d'un désir qui a engendré un enfant. Ce père est là auprès de cet enfant pour lui permettre d'accéder à un désir qui soit une source féconde. Ce désir, prêt à s'éveiller en chaque enfant et où travaille en lui depuis sa naissance, en se faisant parole, viennent du même coup se marquer de la loi, non de tel ou tel père, mais du père comme tel. Chaque père a pour mission de faire découvrir à son enfant qu'il a son seul vrai père en lui-même, et pour tâche de lui montrer comment se mettre au service de ce seul vrai père. Prendre la parole, une chance, c'est selon. Non, si c'est sous emprise, faire le perroquet. Peut-être oui, si c'est dans l'espoir de laisser parler en soi quelque chose qui soit de l'ordre du Père, donc comme un accès inaugural à sa propre voix. J'en viens à une dernière proposition, quelque chose que Freud a inventé, ce qu'on appelle la règle fondamentale dans la séance d'analyse. Dites ce qui vient comme ça vient, ou autre formulation, ne pensez pas, dites d'abord. Est-ce que Freud aurait apporté une autre manière de prendre la parole? Laissez votre parole, dans son surgissement, fabriquer votre pensée. Ainsi vous-même, comme sujet, vous consentez non pas d'abord à faire vos mots, mais plutôt à être fait par vos mots, au double sens de fabriquer et aussi de feinter. Prendre la parole, c'est être pris par elle, donc par la polysémie, l'équivoque. C'est laisser advenir le sujet de l'inconscient, laisser advenir l'étranger, l'inconnu de soi. Prendre la parole, c'est finalement ne pas savoir exactement ce que j'ai dit, le découvrant, parlant, et le découvrant quelquefois 3 jours après, en réécoutant ce que j'ai dit ou que quelqu'un d'autre a dit. Prendre la parole, c'est être pris aussi par son rebond venant de l'autre. Donc prendre la parole, c'est aussi la laisser échapper, la perdre, la laisser circuler pour la laisser revenir autrement. C'est vrai dans une séance d'analyse, mais n'est-ce pas vrai de toute prise de parole? Prendre la parole, voire en écrivant, n'est-ce pas toujours courir le risque d'être pris à contre-pied par les rebonds et retours de cette parole, ces bons retours? Et même à Boileau, ça peut arriver, s'il veut bien, dans sa tombe, tendre l'oreille. Rappelle-toi, Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Écoute-moi bien, Boileau, tu en as dit plus que tu ne croyais, car ce que tu as écrit, tu peux, si tu veux, le prononcer de plusieurs manières, sans faire la liaison entre les 2 derniers mots du vers. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Aisément donc, c'est-à-dire avec aisance, sans complication. Boileau, dis-le cette fois en faisant la liaison. Arrive aisément, taisément, ou en 3 mots, t et ment. Les mots arrivent en se taisant et en mentant, donc dans l'embrouille, dans l'équivoque. Tout le contraire, Boileau, de ce que tu voulais dire, et pas parce que tu l'as mal dit, toi qui prêchais et pratiquais si bien la rhétorique, parce que tout simplement, tu es comme nous tous, et c'est notre lot de par l'être. Les mots nous jouent des tours, ce sont des filous, ils courent plus vite que nous, il court, le furet du bois joli, il est passé par ici, il repassera par là. Et courant, les mots lâchent de petits bouts de vérité. Mais pas toute la vérité, parce que, parlant, nous ne pouvons pas la dire toute. Nous sommes dans ce que Lacan appelle le mi-dire de la vérité. Nous ne pouvons la dire qu'à demi-mot. Dire, prendre la parole, ne console donc pas de ce qui reste à dire. Et tant mieux pour qui a pris la parole. Il ne l'a pas du tout épuisé. Il en reste pour demain, à une condition, que personne ne lui coupe la langue. J'entends encore cet Égyptien insurgé, répétant avec véhémence devant les caméras, il y a quelques mois. Et maintenant, je ne veux plus qu'on coupe mon langue.
Je ne veux plus qu'on coupe mon langue, dit... Bon, bien sûr, c'est absolument bouleversant d'entendre ça. Le sens profond, c'est que cet homme, il a mesuré à quel point lui et les autres étaient en train de renaître, hein, et que si on lui coupait la langue, on lui coupait à nouveau cette renaissance. Dis ce qui vient comme ça vient. Dire ce qui vient comme ça vient, n'est-ce pas une manière parmi d'autres d'éviter de me couper moi-même la langue, notamment par la censure intérieure qui coupe ce qui n'est pas tout à fait raisonnable et bien dit. Dire ce qui vient comme ça vient, n'est-ce pas donner à la langue toute sa chance, la laissant jouer avec sa part de folie et d'équivoque indompté? La folie et l'équivoque ne peuvent-elles alors se retourner, non plus des forces qui viennent contrarier le dire, mais plutôt l'élargir, ou plutôt des forces qui, contrariant le sens unique du dire, l'ouvrent à la joyeuse polysémie des jeux de mots. Merci.